grand merci. Alors, je vais mettre... Voilà. Je suis ravi d'être à Blois. Alors, ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion de venir dans votre belle région et dans votre belle ville. Et je voudrais peut-être, avant de commencer, de faire un témoignage et vous féliciter, parce que quand je vois l'écosystème que vous avez réuni, je me dis c'est gagné. Parce que quand je vois le MEDEF, la CPME, l'UDP, qui est aussi un syndicat représentatif qui était extrêmement important dans le paysage patronal dès lors qu'on s'intéresse à ce monde patronal. Et si en plus vous rajoutez le CJD, qui a été le premier mouvement patronal à apporter du soutien à l'Observatoire à Maroc, à l'époque de Michel Meunier. Peut-être que les jeunes JD ici sont trop jeunes pour savoir de qui je parle. Il y avait aussi Françoise Cocuel, hélas décédée, qui a été une grande présidente du CJD, et puis je les ai accompagnés pendant plusieurs années. Et puis l'ARACT, qui est aussi à vos côtés. Et on a eu l'occasion aussi de travailler avec l'ARACT en Guadeloupe. Et alors, quand je dis Guadeloupe, on pourrait croire que non, mais c'est l'entrepreneuriat guadeloupéen et martiniquais qu'on a étudié. Et puis le groupe Vive, qui est fidèle à ses engagements de longue date, puisque aux côtés d'APESA, aux côtés du Portail du Rebond, aux côtés de l'Observatoire à Maroc, Harmonie Mutuelle d'une manière, et puis le groupe Vive au-delà, a toujours été fidèle à apporter un soutien aux entrepreneurs. Alors, peut-être pour commencer, je dirais que je suis un PMiste. C'est un terme que j'ai inventé, parce que je crois qu'un chiffre est plus éloquent que tout. 99,84% des entreprises en France sont des PME. Et voyez-vous, quand je viens à Blois, ça doit être là, je pense la 4e fois que j'ai, en 11 ans, 15 ans, l'occasion de venir ici. J'ai déjà été invité par la Fédération française du bâtiment, j'ai peut-être été invité il y a une quinzaine d'années par le CJD, mais les jeunes ne s'en souviennent plus, mais les PME sont partout. Si vous venez chez moi à Montpellier, on a IBM, on a Dell Computer, on a Sanofi. Enfin, si vous regardez l'essentiel des chiffres de l'économie montpelliéraine, ce sont des PME. Si vous allez à Paris, notre capitale, alors là, ça change. Parce que là, si vous allez à la Défense, c'est palpable, c'est le CAC 40. Vous avez des buildings avec marqué Total, TF1. Eh bien, regardez les chiffres de l'économie parisienne. Et vous constaterez comme moi que l'essentiel des entreprises, à Paris, ce sont des PME, des TPE, des commerçants, des artisans, des professionnels libéraux. Et dans tout ce paysage, je n'oublie pas les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, ce sont des patrons patrimoniaux. Et j'allais dire, c'est des patrons patrimoniaux patriotiques. Ils engagent non seulement leur capital, mais ils sont farouchement attachés à leur terre. Tout ce monde-là, ça représente beaucoup d'entreprises. Et 99,84%, si on regarde le nombre d'emplois, moi je fais partie d'une génération qui n'a connu que le chômage de masse. Qui crée des emplois dans notre pays? Eh bien, quand on regarde le monde de la PME dans sa diversité, et je sais que ce soir, un grand nombre d'entre vous, vous êtes des patrons de PME, TPE, parmi les employeurs. Il n'y a pas que ça, mais en grande majorité. Eh bien, la PME, dans sa diversité, c'est 6,5 millions d'emplois. Les grands groupes dont on parle tant, c'est 4,5 millions. Alors, quand je dis ça, je n'oppose pas les grands groupes aux PME. Je ne suis pas là pour vous dire que les grands seraient des méchants et les petits des gentils. Ce n'est pas mon propos. C'est le groupe Vive. D'ailleurs, c'est pas capitalistique, Vive. C'est une mutuelle. C'est une grande structure. Mais je n'oppose pas les grands aux petits. Mais quand même, quand on distingue les PME, c'est 6,5 millions d'emplois. Les grands groupes dont on parle tant, 4,5. Et permettez-moi de rajouter un troisième gros employeur en France. Oui, l'État, bonne réponse. Nous avons en France, je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais 5,6 millions de fonctionnaires, en comptant les 3 fonctions publiques. La fonction publique d'État, la fonction publique territoriale
et la fonction publique hospitalière. On était bien content d'avoir la fonction publique hospitalière pendant le Covid, bien évidemment. Mais enfin, nous avons en France, je dirais, le plus grand nombre de fonctionnaires au kilomètre carré. Et en tant que fonctionnaire, je ne rentrerai pas dans le débat de savoir s'il y a trop de fonctionnaires ou s'il y a trop de fonctionnaires. Mais vous l'aurez compris, la PME 6,5, la fonction publique 5,5 et les grands groupes 4,5. Mais permettez-moi de rajouter encore un chiffre que trop souvent mes collègues économistes oublient. Ce sont les travailleurs non salariés. C'est-à-dire les commerçants eux-mêmes, les artisans, les chefs d'entreprise. Tout ce monde-là, c'est 3,2 millions de personnes. Ce qui veut dire qu'en vérité, la PME, c'est 10 millions d'emplois. C'est-à-dire autant que la fonction publique et les grands groupes réunis. C'est extraordinaire. Les PME sont partout, sauf dans les livres. Les PME sont partout, sauf dans les théories. Et voyez-vous, avec les responsables du service de santé au travail, on a bien discuté avant et vous m'avez bien briefé, vous m'avez dit ce soir, il y aura beaucoup de chefs d'entreprise, sachant que je suis universitaire, je vous demanderai d'être très pratique. Bon, eh bien, je vais vous faire une promesse. Tout ce que je vais vous dire sera théorique. Vous entendez? Et je ne vais pas me renier une seule seconde de ce que je suis. Mais permettez-moi de faire passer un message que trop souvent, vous, les chefs d'entreprise, vous négligez. C'est l'importance des théories. Et pour reprendre la formule de Lewin, qui était un chercheur, il disait « Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie ». Et à l'instant même où je parle, les théories sont partout. Pour que ma voix porte, il a certainement fallu respecter les théories du génie électrique. Pour que ces murs tiennent, je veux croire que ceux qui ont construit cette bâtisse ont respecté les théories du génie civil. Et je pourrais multiplier à l'envi les exemples qui font qu'on ne s'en rend même plus compte. Mais les théories sont partout, et c'est elles qui nous permettent d'avancer. Eh bien, quand je regarde les sciences du management, il y en a plein des conférenciers en management. Quand je regarde des économistes, mes collègues économistes, quand je regarde des fois le MEDEF qui fait intervenir des économistes, il y en a plein des économistes. Eh bien, ces deux disciplines qui sont importantes quand on s'intéresse à l'économie, vous en conviendrez, elles ont été construites sur le modèle des grands groupes. Et je vais prendre un exemple qui m'a marqué dans ma chair, c'est ma fille aînée. Ma fille aînée, il y a 5 ans, elle a passé un bac ES, ES économique et social. Et je me souviens, lorsqu'elle a eu en terminale, son premier cours d'économie, le soir, quand elle est rentrée à la maison, sachant que son père est économiste, elle m'a dit « Ah, ça y est, papa, on m'a enseigné le management moderne. » J'ai dit « Ah, qu'est-ce qu'on t'a enseigné ?» Elle m'a dit « Le taylorisme. » C'est extraordinaire. Taylor, Frédéric Winslow Taylor, qui était un ingénieur de formation, quand il a théorisé les grands principes de la division horizontale et verticale du travail, l'organisation scientifique du travail, il a théorisé quoi? Des histoires de grands groupes. Vous savez dans quel secteur il était, Taylor? Il était dans le secteur de l'acier, des aciéries. C'est tout sauf des PME. Et puis à ma fille, on lui a enseigné un deuxième auteur. Et je crois important de le dire parce que de temps en temps, il faut savoir être un peu cocardier. C'est un Français qui, en 1916, terminera sa vie à l'école des mines de Saint-Étienne. Et il va théoriser le management moderne. Cet homme, certains le connaissent peut-être s'ils ont fait des études en management, c'est Henri Fayol, qui va définir les bases du fayolisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que gérer, prévoir, organiser, contrôler, commander, coordonner, les 5 piliers du grand management moderne. Mais je vous pose une question. Fayol, avant de terminer sa vie à l'école des mines de Saint-Étienne, vous savez quel a été son métier? Il avait 72 ans quand il a écrit son livre. Mais avant, il était directeur général des mines de Commentry. Les mines, c'est tout sauf une PME. Si vous voulez, Commentry, pour mieux situer, c'est à côté de Montluçon. Bon, Montluçon, c'est pas loin de Clermont-Ferrand. Vous voyez mieux?
Est-ce qu'il y a quelqu'un de Montluçon dans la salle? Non, il n'y a jamais personne de Montluçon. J'ai regardé sur la carte, ça existe. Et puis, à ma fille, comme à nos enfants, on lui a expliqué qu'au début du XXe siècle, on est passé à l'ère de la production de masse. Regardez les mots qui sont employés par mes collègues économistes. On est passé à la production de masse. C'est l'ère du Fordisme. Extraordinaire. Ford, c'est une PME. Et à ma fille, comme à nos enfants, comme à nous tous, on nous a expliqué que dans les années 70-80, on est passé de la production de masse à la production en juste à temps. Regardez les mots consacrés par les économistes. On est passé du Fordisme au toyotisme. Toyota, c'est une PME. Et combien de fois aujourd'hui on entend parler de l'ubérisation de l'économie? Uber, c'est une PME. C'est extraordinaire. Les PME sont partout, sauf dans les livres. Les PME sont partout, sauf en économie, où on théorise le modèle des grands groupes. Eh bien, je vais vous dire, il y a aujourd'hui en France 272 grandes entreprises. On a à peu près 5000 ETI, les entreprises de taille intermédiaire, 5000, et on en a 272. Il y a 272 entreprises qui font plus de 5000 salariés en France. On a construit l'économie et le management sur ces entreprises-là. Pour moi, c'est plus qu'une exception, c'est une anomalie. Être une grande entreprise est une énigme. La normalité, c'est d'être une PME. Et les gens qui viendront tout à l'heure témoigner dans le cadre de la table ronde seront tous des représentants du monde de la PME et de la TPE. Madame Rimbaud, qui sera avec nous tout à l'heure, me disait « j'ai 16 salariés ». Est-ce que vous savez quelle est la taille moyenne des entreprises en France? Parce que la macroéconomie PMiste est inconnue du grand public. On ne sait pas. Ce que je vous dis, les journalistes ne le savent pas. Nos élites, dont je veux croire que ce sont des gens de bonne volonté, ne le savent pas, ce que je vous dis. Vous le savez? Personne ne le sait. 6,5 salariés. Ce qui veut dire que dans la salle, tous ceux qui ont 7 salariés, vous êtes déjà au-dessus de la moyenne. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Un jour, j'ai une dirigeante du réseau des femmes chefs d'entreprise qui me dit, tiens, qui manque d'ailleurs à l'écosystème, on aurait pu le rajouter, et qui me disait, oh, vous savez, je ne suis qu'une petite entreprise de 50 salariés. Je dis, mais pourquoi vous vous minimisez? Pourquoi ce terme péjoratif, je ne suis que? Une entreprise de 50 salariés, c'est déjà énorme. C'est déjà même exceptionnel. Et comme on ne parle que des géants, ben ça fait des complexes. Hein. Ça met des complexes à l'économie réelle. Et du coup, on n'en parle pas. Alors du coup, ce problème-là, ça produit ce que j'appelle un effet Gulliver. Et je définis un effet Gulliver comme un biais de représentation du monde à partir des géants. On se représente le monde à partir des géants. Et je le dis et je le redis, je n'ai rien contre les géants. On peut tous être fiers d'avoir des groupes comme Total, comme Renault, comme Peugeot. C'est pas la question. Et quand je regarde le monde de la PME, où que j'aille, c'est celui de la PME et de la TPE, le vrai visage de l'économie réelle. C'est pas celui de Renault, de Peugeot, de Total ou de LVMH. C'est ça qui est extraordinaire. Alors vous allez me dire, oui, mais alors bon, écoutez, oui, c'est pas si grave que ça. Si, c'est grave. Parce que, je vais prendre un exemple, moi, qui m'a marqué, et j'en profite, parce qu'ici, vous êtes des employeurs. Le compte de pénibilité, ça vous dit quelque chose? Ah, voilà. J'en vois plein qui ont réagi. Le compte de pénibilité, c'était il y a combien? Il y a 6 ans? 7 ans? C'était Manuel Valls qui était à Matignon à ce moment-là. Il n'était pas ministre, voilà. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Et de vous à moi, parce qu'avec l'Observatoire Maroc, qui est une association, je suis devenu employeur. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un que je voudrais saluer dans la salle, c'est le PDG de Connext, qui est ici, dans le fond, qui était venu au tout début de l'Observatoire Maroc, où je partais de rien, et vous étiez venu faire un petit film sur ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, j'ai 2 salariés. 2. Bon, je suis en dessous de la moyenne. Voilà. Et vous savez, je me dis que si tous les fonctionnaires créaient 2 emplois, ah oui, faites le compte. 2 fois 5,6 millions, je vous garantis que les Allemands viendraient travailler en France. Hein. Et qu'à ce compte-là, les Suisses placeraient leur argent chez nous. Mais bon, bref. Donc, du coup, je suis devenu employeur, comme vous.
Alors je suis allé regarder le compte de pénibilité. Et devant moi, j'étais incapable de le remplir. Dans l'année, combien de fois j'ai eu froid? Combien de fois j'ai eu chaud? D'ailleurs, à l'instant où je parle, est-ce que j'ai froid ou est-ce que j'ai chaud? Mais devant moi, j'y pense même pas. C'est un peu chaud peut-être. Oui, à la vérité. Mais j'y avais pas pensé. Vous voyez, ça c'est intéressant les comptes de pénibilité. Hein, ça vous met dans la tête des choses auxquelles vous ne pensez pas. Combien de fois j'ai porté des poids? Combien de fois j'étais en hauteur? Mais je n'en sais rien. Sauf que vous savez très bien qu'en fait, on ne posait pas la question à l'employeur. On posait la question à l'employeur pour qu'il le remplisse pour chacun de ses salariés. Et là, je vous demande d'être honnête avec moi. Quelqu'un qui vous pose 10 questions pour lesquelles vous n'avez pas la réponse, ne serait-ce que pour vous-même, comment voulez-vous l'avoir pour chacun de vos salariés? Si quelqu'un vous interroge et que vous êtes honnête avec la personne qui vous pose la question, quand il vous pose la question, qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, vous ne pouvez pas remplir avec la meilleure volonté du monde. Eh bien, le problème, c'est que si vous ne répondez pas, vous allez avoir une visite. Hein, la visite de Gérard. Vous le connaissez, Gérard? Gérard Filoche, inspecteur du travail. Ça vous dit rien, ça? Il avait failli se présenter à la présidentielle, un ancien trotskiste. Et, ah oui, bon, il n'a pas eu l'investiture. Et c'est dommage, parce que s'il y était allé, moi j'avais trouvé son slogan. Avec Gérard, la France, c'est Filoche. Mais il m'a pas donné ce plaisir. Et imaginons qu'il vienne vous voir, il va vous dire quoi? Au nom de la République, parce que c'est comme ça qu'il s'adresse à un chef d'entreprise. Je vous intime l'ordre de remplir le compte de pénibilité. Alors je vous repose une question. Un être humain normalement constitué, à qui on pose 10 questions auxquelles il n'a pas la réponse. Mais il sait que s'il ne répond pas, on le met à l'amende. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait, cet employeur? Il répond n'importe quoi. Bonne réponse. Eh bien, je vous invite à lire un petit livre qui a été écrit par le professeur Roland Gori. G-O-R-I. Roland Gori. Qui a écrit un petit livre qui s'appelle « La fabrique des imposteurs ». Et Roland Gori définit l'imposteur comme un homme ou une femme qui s'adapte à un monde inadapté. Et j'ai compris, en lisant Roland Gori, que quand on est dans un monde où il y a de plus en plus de lois, de plus en plus de règles, de plus en plus de standards, de normes, de procédures, on pousse chacun d'entre nous à des extrémités, à être des imposteurs. D'ailleurs, à l'instant où je parle, certainement qu'il eût fallu que je fasse signer un papier à la directrice de mon département, parce qu'en réfléchissant bien, Blois, je pense que c'est à plus de 30 km de Montpellier. On ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. J'écoutais ce matin la radio où ils viennent de sortir une loi sur la lutte contre le climat et comment on appelle pas ça, les sécheresses, mais bon, c'est l'employeur qui va être responsable. Voilà. Et dans le texte de loi, il est bien précisé, alors il faut prévoir 3 litres par personne, comme si j'avais besoin de mon employeur pour, en cas de canicule, savoir qu'il vaut mieux que je boive un peu d'eau. Vous voyez, mais et ça s'appelle la simplification. Et le législateur, en croyant bien faire, a donné des tas de points. Et certainement que ces petits points vont créer des contentieux, avec des gens qui vont profiter en disant « Ah mais attendez, il n'y avait pas 3 litres dans mon bureau, c'est l'employeur qui est en tort. » C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, l'effet Gulliver. Alors du coup, à l'époque, prenez l'exemple de Renault. C'était Carlos Ghosn qui était à la tête de Renault. Et à l'époque, c'était Carlos Ghosn. Bon. Quand il a appris qu'il y avait le compte de pénibilité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué le DRH du groupe. Il a dit, voilà, il y a combien? 120 000 personnes qui travaillent pour Renault en France? Embauchez-moi 30 personnes au service de DRH. C'est terminé. Renault sera un bon élève de la République. Bien sûr que ça va peser sur le compte d'exploitation de Renault. Mais vous comprenez qu'à ce compte-là, les grands groupes seront toujours les bons élèves de la République. Je l'imagine même appeler Matignon pour le dire. Allô, Manuel, c'est Carlos.
Non, ne riez pas, ils se connaissent par leur prénom à ce niveau-là. Ils se connaissent par leur prénom. Bien évidemment qu'ils se connaissent par leur prénom. Maintenant, vous avez un patron de TPE qui a 7 salariés, ou Madame Rimbaud, 16 salariés, que vous verrez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, puisqu'on est tous égaux devant la même loi? Eh bien, je vais vous dire ce qu'elle a fait. Elle a convoqué son DRH. Voilà. Alors, vous avez compris que je plaisantais quand je dis ça. Mais vous savez qu'à la fac, quand je dis ça, les étudiants, ils continuent à écrire. Je leur ai dit, non mais attendez, il ne faut pas faire d'ironie. Il y a une méconnaissance de l'esprit PMiste dans notre pays qui est extraordinaire. Mais ce n'est pas que dans notre pays, c'est universel. Parce que toutes les théorisations, le Fordisme, le Toyotisme, l'ubérisation, le modèle de la Western Electric, tous les grands auteurs en management, tous, ils ont tous calqué leur réflexion sur les grands groupes. Alors vous voyez, c'est ça l'effet Gulliver. Alors du coup, j'arrive au sujet. Et oui, parce que je voyais devant que... J'ai pas oublié, c'est la santé. J'ai fait un détour, mais... Parce que le jour où je me suis intéressé à la santé des chefs d'entreprise, qu'est-ce que j'ai découvert? Rien. Un effet Gulliver. Un biais de représentation du monde à partir des géants. La santé au travail est née, on va dire en France, 1840, Villermé, sur l'état physique et moral, disait-on à l'époque, il n'y avait pas santé mentale, dans la filière du lin, du textile. Villermé. Et en 1946, la loi de Zweig institue la santé pour tous, entendez, pour tous les salariés, mais pas pour les travailleurs non salariés. Et le jour où je me suis intéressé à la santé des chefs d'entreprise, eh bien, j'ai découvert une zone aveugle. Je m'étais même amusé à dire, il y a 15 ans, qu'on avait plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Ah, vous rigolez? Mais les baleines bleues, c'est une espèce en voie de disparition. Et c'est tout à l'honneur de l'espèce humaine de s'intéresser à la préservation animale, bien sûr. Mais alors, les chefs d'entreprise, il n'y avait rien. Ou alors, quand il y avait quelques statistiques, parce que pour le dire autrement, il n'y avait pas d'épidémiologie de la santé au travail des travailleurs non salariés. Et les seules fois où il y avait quelques statistiques, c'était toujours avec un certain raffinement pour les salariés. Ouvriers non qualifiés, ouvriers qualifiés, salariés ou employés, cadres, cadres supérieurs. 5 catégories différentes. Et ils ont raison. La médecine du travail a montré effectivement la différence en termes de prévalence de certaines maladies selon les métiers que vous faites. Mais par contre, les autres, c'est-à-dire tous les autres, les travailleurs non salariés, ils étaient tous mélangés. Commerçants, artisans, professions libérales, chefs d'entreprise, on met tout ça dans le même paquet, comme si c'était tout pareil. Comme si un tailleur de pierre vivait comme un architecte. Comme si un boulanger-pâtissier vivait comme un avocat international. C'est extraordinaire. Les statistiques étaient aussi grossières, je dirais, que la grossièreté d'une société qui ne s'était jamais intéressée à celles et ceux qui créent des entreprises et qui créent des emplois. Je reviens à mon propos initial. Alors c'est pour ça que j'ai créé l'Observatoire Maroc. C'est pour rectifier ça. C'est pour commencer à regarder, à observer, à collecter, faire le travail de chercheur, interroger, bâtir des cohortes, mesurer, faire, je dirais, des comparaisons pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue quand on s'intéresse à la santé des entrepreneurs. Et lorsqu'on a interrogé des centaines et des centaines d'entrepreneurs, le premier écueil auquel on a été confronté, c'est une phrase. Et je tiens à vous le dire, cette phrase, je l'ai entendue des centaines et des centaines de fois. Et je le précise, que je l'ai entendue et chez les hommes et chez les femmes. La femme chef d'entreprise, l'homme chef d'entreprise, c'est la même chose. Le statut écrase le genre. Le jour où je me suis intéressé à la santé des dirigeants, la phrase que j'ai le plus souvent entendue, c'est « Je n'ai pas le temps d'être malade ». Vous entendez? J'en ai même certains qui m'ont dit « Je n'ai pas le droit d'être malade ». Je ne sais pas si vous voyez la nuance. « J'ai pas le temps », c'est une chose, mais « je n'ai pas le droit », c'est encore plus terrifiant. En quoi seriez-vous en dehors des lois de la biologie? Je n'ai pas le droit d'être malade. J'en ai même certains qui me disent « Mais vous savez, je ne tombe malade que quand je suis en vacances. » Voilà. J'en vois plein là qui ont réagi.
J'ai même un jour un gars du BTP qui m'a dit, moi du coup je prends plus de vacances. Il me l'a dit sur un ton mêlé de fierté. Eh bien, c'est pas ce que je suis venu vous dire. Et là, depuis un quart d'heure où j'ai pris la parole, vous me regardez. Et moi, je vous vois. Si vous saviez tout ce que j'ai vu, déjà, ceux qui baillent, voire même ceux qui dorment. Vous savez, j'ai l'habitude d'intervenir dans le milieu patronal. Pour peu que vous soyez dans une salle confortablement assis le soir, avec un peu de pénombre. Ah, c'est terrible. Intervenir dans un cinéma, j'y renonce. Mais pourquoi? Mais parce qu'on s'est intéressé à votre sommeil. J'ai dirigé une thèse de Florence Guiliani, qui est aujourd'hui professeure à Sherbrooke, au Canada, au Québec plus exactement. Son sujet que je lui avais donné, c'était qualité du sommeil et efficacité entrepreneuriale. C'est pas un sujet, ça. C'est pas un sujet. Est-ce que de la qualité de votre sommeil dépend votre efficacité entrepreneuriale? Et qu'est-ce qu'elle a montré, Guiliani? Deux choses. D'abord, vous, les entrepreneurs, hommes comme femmes, vous rognez votre temps de sommeil. Vous êtes, et de très loin, les plus petits dormeurs de France. En moyenne, je vous donne le chiffre, 6h20. Les Français salariés moyens, on est à 6h50, presque 7. Vous allez me dire, oui, 40 minutes. Oui, mais 40 minutes le soir. On a fait une étude dans le BTP, avec la FFB, SMA BTP, Pro BTP, OPP BTP, BTP Banque. 6h10. 6h10. Là, tout à l'heure, je viens d'avoir les chiffres, je m'intéresse à une population de dirigeants un peu spécifiques, les élus locaux, les maires. Qui sont des entrepreneurs de situation, qui sont des gens extrêmement méritants de notre démocratie. 6h10, comme les gens du BTP. Alors ça, c'est pas bon. Et pour le dire autrement, vous faites de votre sommeil une variable d'ajustement de votre travail. Vous dormez moins pour travailler plus. Et ça, je suis au regret de vous dire que c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que le sommeil n'a qu'une fonction, c'est une fonction de récupération. Et Florence Guiliani a montré, mesure à l'appui, et ses travaux, si certains sont intéressés, vous allez sur le site de l'Observatoire Maroc, vous téléchargez la thèse. Hein. Elle montre que moins je dors, plus je suis irritable. Est-ce que c'est bon un entrepreneur qui est irritable pour ses clients et ses collaborateurs? Moins je dors, moins je suis créatif. Est-ce que c'est bon un entrepreneur qui n'est pas créatif? Et alors, le Graal, c'est qu'elle a mesuré également ce qu'on appelle la vigilance entrepreneuriale. C'est-à-dire, en gros, comment un individu saisit les opportunités. Et vous savez, l'entrepreneuriat, en anglais, entrepreneurship, c'est la science de l'opportunité. Si je devais résumer la science de l'entrepreneur, c'est la science de l'opportunité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a des hommes et des femmes qui vont saisir des opportunités là où d'autres ne voient que des menaces ou rien du tout. C'est ça qui nous intéresse. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a montré, Guiliani? Que moins je dors, moins je suis apte à saisir des opportunités. Alors, vous avez compris quel est le conseil que je vous donne? Dormez. Oui, j'en vois dans le fond qui ne m'ont pas attendu. Hein. Oui, c'est extrêmement important. Les diagnostics du sommeil, je vous les livre de suite, parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Le soir, quand vous vous couchez, je m'appuie sur les travaux de Ohayon, qui est professeur spécialiste du sommeil à la Timone, qui est maintenant à Harvard, un Français. Le soir, quand vous vous couchez, est-ce que vous mettez plus de 30 minutes pour vous endormir? Si vous dites moins, c'est parfait. Pas de problème d'endormissement. Mais il y a des gens qui cherchent leur sommeil. 3/4 d'heure, 1 heure, ils tournent, ils retournent. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est un dysfonctionnement du sommeil. Deuxième dysfonctionnement, est-ce que vous vous réveillez la nuit? Certains vont vous dire jamais. Parfait. D'autres vont dire une fois. L'homme de plus de 50 ans.
On sait pourquoi. Et il y en a qui vont vous dire 3 fois, 5 fois, 10 fois. Deuxième dysfonctionnement, réveil nocturne, c'est pas bon. Troisième dysfonctionnement, le réveil précoce. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs ce matin. Se réveiller avant le réveil. Certainement que j'avais peur de ne pas entendre mon réveil et de rater le train. Je savais que j'avais 7 heures de train à faire pour venir ici. Donc j'avais une anxiété. Ça m'a réveillé de manière précoce. Donc ça a amputé encore plus mon temps de sommeil. Mais il y a des gens qui vont vous dire, je me réveille 5 minutes avant le... Alors ça, c'est pas un problème, ça. Au contraire. Mais vous avez des personnes, des fois, qui se réveillent une demi-heure, 1 heure avant, qui ne retrouvent pas leur sommeil. Alors ça l'ampute d'autant plus. Et le quatrième dysfonctionnement, qui est le plus gênant, c'est le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous vous sentez reposé? Si vous répondez non, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que le sommeil n'a pas exercé pleinement sa fonction de récupération. Donc ça, c'est un... Voilà, je vous livre là des connaissances toutes simples, mais vous avez déjà auto-diagnostiqué, chacun là d'un coup se dit, tiens, moi j'en coche aucun, parfait, j'en coche 4. Mais dans ce cas-là, ne subissez pas un mauvais sommeil. Et je mets de côté ce qu'on appelle les apnées du sommeil ou les pathologies du sommeil, ça c'est autre chose. Et vous avez de plus en plus maintenant dans les CHU les plus proches des spécialistes du sommeil. Chez nous à Montpellier, on a le professeur d'Auvilliers, mais vous en avez partout. Ne subissez pas un mauvais sommeil. Investissez vos chambres. Pas de lumière. Du double vitrage. J'ai un jour un entrepreneur qui me disait, moi je dors sur le matelas de mon grand-père. Il vivait comme une relique. On passe un tiers de notre vie allongée. Réinvestissez la chambre, la qualité de votre sommeil. Parce que c'est extrêmement précieux et il en va de l'efficacité de votre esprit d'entreprendre. J'ai une autre fois, c'est une anecdote, mais un artisan qui me dit, mais moi je me réveille depuis 20 ans. Tous les matins, à 5 heures du matin, je me réveille. Mais je me réveille en ayant trouvé la solution des problèmes avec lesquels je me suis endormi. D'abord, ça montre quand même une forme d'aliénation au travail. Hein. Je m'endors avec mes problèmes, je me réveille avec la solution. Ça veut dire que le sommeil continue à travailler. Il continue à être dans son travail, dans son entreprise. Et il me disait, mais moi, à 5 heures du matin, quand j'ai la solution, je n'ose pas me rendormir. Mais oui, parce qu'il a peur d'oublier. Alors, quelle est la solution? Autre conseil que je vous donne. Mais c'est tout bête, hein. Prenez un carnet. Prenez un carnet. C'est aussi simple que ça. Et quand vous avez eu l'idée en pleine nuit, d'ailleurs, tous ceux qui font une thèse de doctorat savent ça, parce qu'en général, quand on est doctorant, on travaille et des fois, on a des idées en pleine nuit. Donc, on a un carnet, on le note, pour le lendemain matin, on va écrire. Bon. Et je me souviens, quand j'ai vu cet artisan, mais 2 jours après, je lui dis alors, il me dit, écoutez, c'est extraordinaire. Je l'ai fait le premier soir, parce que ça m'avait un peu intrigué. Comme d'habitude, j'ai eu mon idée, je l'ai notée, je me suis endormi. Je dis, mais ça y est, on a gagné. C'est aussi simple que ça. Et il me répond non. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, le lendemain matin, j'arrivais pas à me relire. Alors, je vais jusqu'au bout de mon conseil. Vous prenez un carnet, mais vous vous entraînez un petit peu avant à écrire dans le noir. Parce qu'après, vous allez m'en vouloir. Hein? Mais c'est extrêmement précieux, le sommeil. Extrêmement précieux. Et vous jouez avec. Et pourquoi vous jouez avec? Parce que je vais oser un terme. Les entrepreneurs que vous êtes, les employeurs que vous êtes, surtout les patrimoniaux, ça j'en ai la preuve empirique, hein. La propriété juridique amplifie ce que je vais vous dire. Hein. Vous n'avez pas un rapport au travail comme les autres. Vous avez un rapport au travail existentiel. J'emploie le terme. Et vous avez un rapport à l'entreprise qui est existentialiste. Vous entendez? Existentialiste. J'emploie le terme de la philosophie de Sartre. Vous avez un rapport existentialiste à votre entreprise. Et j'en ai d'autant plus pris conscience le jour où j'ai appris la façon dont les Allemands nomment le créateur d'entreprise. Est-ce que vous connaissez le mot allemand pour dire créateur d'entreprise? Entrepreneur Unternehmen. Et créateur d'entreprise. Est-ce que certains... Personne ne parle l'allemand maintenant. Alors ça, c'est peut-être pas plus mal. Les Allemands, pour dire créateur d'entreprise, disent
Existenzgründer. Excusez-moi, je me suis fait peur. C'est Existenzgründer, qui veut dire littéralement le fondateur d'existence. Eh bien, ce mot est extraordinaire. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot pour comprendre le rapport de l'entrepreneur à son travail. Les entrepreneurs sont des Existenzgründer. Ce sont des hommes et des femmes qui fondent leur existence par le travail et par leur entreprise. Et du coup, une fois que vous avez compris ça, mais vous comprenez plein de phénomènes spécifiques aux PME. Par exemple, APESA est avec nous. C'est le risque suicidaire. Quand vous avez un homme et une femme qui perd son entreprise, il perd plus que son entreprise. Il perd son existence. Il perd une grande partie de sa raison d'être. Je dis toujours qu'aucune entreprise ne vaut la vie d'un homme ou d'une femme. Mais il en va, hélas, autrement. Et donc, oui, il y a risque suicidaire lorsqu'il y a des dépôts de bilan. Quand il y a transmission, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai créé une boîte, je la transmets à mes enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Bonne nouvelle, a priori. Est-ce que vous savez les théories que nous, spécialistes de l'entrepreneuriat, et puis d'autres qui ont passé un temps à analyser la transmission, vous savez quelle est la théorie qu'ils utilisent pour comprendre le mécanisme de transmission? C'est la théorie du deuil. Vous entendez? La théorie du deuil. Mais si ce n'est pas existentialiste, c'est que je ne comprends rien à rien. On considère qu'un entrepreneur, même quand il transmet à ses enfants, il se met dans une logique de deuil. Et il faut l'accompagner comme si c'était un deuil. Et je ne jette la pierre à personne, vous entendez? Mais transmettre une entreprise qu'on a créée, ce n'est jamais simple. C'est certainement la décision la plus difficile qui soit en PME. C'est la grande question stratégique en PME. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai des hommes et des femmes qui me disent « ça y est, j'ai transmis », je leur pose toujours 3 questions. Parce que souvent, je leur dis « ah, mais vous avez transmis à vos enfants ». Ah, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez fait le lendemain? Le lendemain, je suis retourné à l'entreprise. Ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. Alors les 3 questions sont toujours les suivantes. C'est les attributs du pouvoir, les attributs de ce lien existentiel au travail et à l'entreprise. La première question que je pose, c'est qui signe? Qui signe? Parce que si le patriarche ou la matriarche me dit mes enfants et moi, il n'a rien lâché. Et une fois de plus, je ne jette la pierre à personne. Mais je constate que certains ont du mal à lâcher la signature. Et puis le deuxième attribut du pouvoir, est-ce qu'il a lâché son bureau? Attribut du pouvoir. Et bien sûr, si vous avez géré une PME, c'est le management de proximité. Vous avez géré avec un collectif pendant 30 ans. Le lendemain, vous retournez et vous allez dire avec les gens qui ont eu tous ces réflexes, tout ce vécu avec vous, « ah non, maintenant, ce n'est plus moi, ce sont mes enfants ». Allons, rien que votre présence suffit pour changer tout. Est-ce qu'il a lâché le bureau? Et la troisième question, c'est est-ce qu'il a lâché la place de parking? Attribut du pouvoir. J'ai intervenu avec la Fédération nationale des transporteurs routiers à Saint-Étienne. Et j'ai un jeune entrepreneur qui me dit « Monsieur, vous êtes en train de parler de ma vie ». Il m'a dit « C'est exactement ce que j'ai vécu avec mon père. Mon père m'a transmis la boîte. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi le lendemain? Eh bien, avec ma voiture, je me suis garé à la place du PDG. Vous savez ce qu'il a fait, le père? Il est arrivé juste après. Il s'est garé derrière son fils. C'est extraordinaire, symboliquement. Ça veut dire le blocage. Il a bloqué. C'est extraordinaire. Ça a duré 3 jours, m'a-t-il dit. Au 3e jour, excédé, il arrive le matin, il se gare, son père arrive, il se met derrière. Qu'est-ce qu'il a fait avec un complice? Il est allé chercher une voiture pour se garer derrière la voiture de son père. Et ils m'ont dit, mon père a enfin compris. Je ne jette la pierre à aucun d'entre vous. Mais nous savons, nous les PMistes, à quel point la question de la transmission, à cause de ce lien existentiel, est une question essentielle. Et ce n'est jamais anodin. Donc oui, la théorie du deuil est tout à fait pertinente. Le risque suicidaire en cas de liquidation est tout à fait pesant parce que vous avez des Existenzgründer. Alors du coup, quelles sont les conséquences sur la santé? Et j'arrive au dernier tiers de mon intervention.
Je vous l'ai dit, le premier constat, c'est le déni. Je n'ai pas le temps d'être malade. Ça, c'est un vrai problème. Mais en quoi la santé des dirigeants est un vrai problème? C'est la question qu'on m'a posée. Bien, je vais prendre quelques exemples et je vais vous demander de participer peut-être à répondre à la question que je vais vous poser. Parce que je vais prendre des cas réels que vous avez tous en tête. Est-ce que vous vous souvenez, en 2011, lorsqu'on apprend la mort de Steve Jobs? Vous savez, Steve Jobs, c'est Apple. Hein? Steve Wozniak, Jobs, c'est les économistes disent, ce sont des... Vous avez là dans ce livre les grandes théories de l'entrepreneuriat. Alors, un des premiers, c'est Schumpeter, qui dit ce qui fait la force d'un pays, c'est pas l'État, c'est pas le grand capital, c'est l'innovation. Et derrière l'innovation, c'est les entrepreneurs. Alors, Steve Jobs, c'est un entrepreneur schumpeterien. Alors, je vous pose la question, pour vous prendre conscience de l'importance de la santé. Quand Steve Jobs meurt, et je pèse mes mots, 30 secondes plus tard, l'action d'Apple, elle a perdu combien? Est-ce que certains s'en souviennent? Vous diriez quoi? Allez, à l'intuition, vous diriez quoi? Combien? 30? 50 là-bas. 50 une fois. Non, je veux pas qu'il y ait de remords. 50 deux fois, moins de 1%. Oui. J'aime bien cet exemple parce que, j'allais dire, c'est un parfait mauvais exemple. Parce que, quand Steve Jobs est mort, c'était une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas à dire autre chose. La mort d'un homme, quel qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, c'est la mort d'un homme, d'une femme. Donc c'est toujours un drame. Mais dans le cas de Steve Jobs, la mort de Jobs, c'était une mauvaise nouvelle, mais ce n'était pas une surprise. Parce que Steve Jobs avait déjà annoncé en 2004 qu'il avait un cancer du pancréas. Et vous le savez, ça, les marchés financiers, ils sont cyniques. Ils s'en foutent des mauvaises nouvelles. Ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les surprises. Or, la mort de Jobs, c'était pas une surprise. On avait déjà anticipé sa mort. Alors maintenant, je prends un bon exemple. Nous sommes en 2006. Un dénommé Édouard Michelin, certains s'en souviennent peut-être encore, se met en tête de faire une partie de pêche. Et de vous à moi, pourquoi est-il allé en Bretagne? Il serait venu chez moi, à Palavas-les-Flots, ou à la Grande Motte. Mais vous connaissez l'histoire. Le samedi, il pêche. Le dimanche, on le repêche. Et pas d'humour noir. Et là, c'est la mauvaise nouvelle et c'est la surprise. Et en plus, pour ceux qui sont connaisseurs, Michelin, c'est une société en commandite par action. Ce qui veut dire que le lien capitalistique entre la famille et l'entreprise est encore plus fort. Là, on tient un véritable bon exemple. Est-ce que certains s'en souviennent? En 2006, bien sûr, certains sont jeunes dans la salle, mais les autres, l'action Michelin, elle a perdu combien? Allez-y. Vous diriez combien? À l'intuition. Combien? Combien? 40? Ah, 50 ici. C'est souvent là, hein? 50 une fois, 52 fois, moins de 1%. Vous n'avez pas compris? Il ne faut pas répondre à mes questions. Je vous ai dit que j'étais PMiste, n'est-ce pas? Apple et Michelin, ce sont des PME. Too big to fail. Trop grand pour faillir. Oui. Un jour, un étudiant m'a dit, quand vous parlez l'anglais, on dirait Fernandel à New York. Bon. Too big to fail. Trop grand pour faillir. Je prends un dernier exemple. Vous prenez un patron d'une entreprise de 7 salariés. Il se tue contre un platane. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez un risque de dépôt de bilan. Eh bien, je viens de vous transmettre, là aussi, une des plus belles théories du management de la PME, qui est la théorie de l'effet de grossissement, qui a été forgée par le professeur Henri Mahé de Bollandel. Et Henri Mahé de Bollandel nous dit, dans sa théorie de l'effet de grossissement, c'est l'idée que le même événement, qui peut paraître anodin dans un grand groupe, peut devenir cataclysmique dans le cadre d'une PME. La perte d'un seul client peut parfois déstabiliser
tout le système de gestion d'une PME. Moi, ça fait 40 ans que je roule en Renault. Imaginons, je me fais un petit plaisir. Je m'achète une Peugeot. Je suis fonctionnaire. Bon. Est-ce que vous croyez que le patron de Renault, d'ailleurs le mot patron est impropre, ce ne sont pas des patrons patrimoniaux, c'est la même racine d'ailleurs. Le dirigeant de Renault, le dirigeant de Peugeot, ça ne rendront pas compte. Voilà. La démission d'un seul salarié peut déstabiliser une PME. Alors que si moi demain, je décide de démissionner de l'éducation nationale, est-ce que vous croyez que le ministre va s'en rendre compte? S'il vous plaît. Quand même, je suis professeur des universités. Si demain, je démissionne, j'imagine que le ministre m'appelle et qu'il me dise « Professeur Torres », parce que c'est comme ça qu'on m'appelle dans le civil, vous ne pouvez pas partir. Si vous démissionnez, c'est toute l'éducation nationale qui... Nous sommes 1 million. Vous comprenez que, d'ailleurs, quand j'appelle Paris, pour ceux qui connaissent un peu l'éducation nationale, je donne ni mon nom ni mon prénom. Je donne mon humaine, le numéro de l'éducation nationale. Parce qu'on est tellement nombreux. Vous voyez? Donc ça, on n'est pas dans le même monde. Je prends un cas fictif. Imaginez un groupe du CAC 40, gros groupe, CAC 40. Imaginons que le numéro 1 se retrouve en prison. Dans un pays lointain. Eh bien, je vous garantis que le groupe qu'il dirigeait continuera à tourner sans lui. Imaginons, après tout, à la fac, on peut être parfois un peu fantaisiste. Imaginons ce dirigeant, il se fait la malle. Dire, j'ai de l'imagination. Eh bien, ceux-là même qu'il aura nommé à son conseil d'administration, vous entendez? Lorsque le coq aura chanté 2 fois, ils l'auront trahi 3 fois. C'est extraordinaire. Ça, c'est le monde, d'une certaine façon, des grands groupes, avec des directoires du conseil d'administration, bon, tous amis, hein, chers collègues et néanmoins amis, c'est ça. Hein. Dans la PME, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Donc vous avez compris, plus c'est petit, moins on a de statistiques. Or, plus c'est petit, et plus c'est important. C'est ça qui, moi, me motive tous les matins et qui fait que j'ai créé l'Observatoire Maroc. C'est pour combler ces 2 manques. Alors, quels sont les principaux facteurs auxquels vous êtes confrontés? Je vous les livre. Premier facteur, mais vous ne faites même pas attention, c'est le stress. On en a discuté pour préparer cette conférence. Le stress, mais le jour où on a suivi des cohortes, c'était notamment avec le CJD, on a suivi dans le temps, on a fait ce qu'on appelle des relevés longitudinaux, pour pouvoir tenir compte du temps, de la saisonnalité, etc. On s'est rendu compte que les entrepreneurs, hommes comme femmes, étaient sous l'emprise du stress, mais en permanence. Or, c'est bien la récurrence qui est gênante. C'est la durée d'exposition qui pose problème. C'est pas un pic de stress en soi. Vous traversez les Champs-Élysées, vous pouvez être un peu stressé. Ils ne conduisent pas comme nous, là-bas. Mais par contre, être stressé en permanence, ça, c'est pas bon. Et vous savez, j'ai même des dirigeants qui m'ont dit, d'un air très entendu, hein, ils me disent, ah mais vous savez, il y a un bon stress et un mauvais stress. Hein. Alors si vous pouviez m'aider à tordre le cou à cette mauvaise expression, à cette mauvaise distinction, parce que je suis au regret de vous dire que le bon stress, ça n'existe pas. Et s'il y avait ne serait-ce qu'une seule étude épidémiologique qui montre que plus il y a du stress, meilleure est la santé, amenez-la moi. Parce qu'on a tellement de preuves inverses qui montrent que plus on est stressé, moins bonne est la santé. Effectivement, le mot bon stress est trompeur. Parce que si le stress est si bon que ça, moi je vous donne un conseil, stressez vos clients. Puisque c'est bon. Stressez vos salariés, vos conjoints et vos conjointes. Allez-y, stressez puisque c'est bon. Non. Non, ce qui est insidieux, c'est que si vous êtes convaincu qu'il y a un bon stress et un mauvais stress, vous risquez de mettre en place un management par le stress. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec le toyotisme. Hein. Quand le toyotisme, c'est 0 délai, mais plus vous serrez les délais, plus vous créez du stress. Quand on dit 0 stock, mais moins il y a de stock, plus ça génère du stress.
On en a parlé récemment avec l'armée. Allez demander à nos soldats d'aller sur les théâtres d'opération s'ils ont 3 jours de stock de munitions derrière. Vous croyez qu'ils ont envie d'y aller? Non. Le stock, le délai, c'est aussi de la sécurité. C'est aussi, quelque part, un apaisement dans le travail. Donc vous voyez, à force de penser qu'il y a un bon stress, on finit par engendrer un management par le stress. Ça, c'est dangereux. Alors je vous donne la bonne théorie. La bonne théorie, c'est stress choisi, stress subi. Je n'ai pas employé les mêmes mots. Hindrance stressor, challenge stressor. Stress subi, stress choisi. Et je vais prendre un exemple de stress subi, parce que ça m'a marqué. C'était avant le Covid. Et je me rappelle comme si c'était hier. J'étais à la gare Saint-Roch à Montpellier. Et j'avais un train à 7h04. Et je ne sais pas vous, mais maintenant, avec l'âge, j'aime bien arriver un peu en avance. Comme ça, justement, pas de stress. Et j'étais sur le quai, et d'un coup, j'ai entendu le message suivant. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Vous prenez le train de temps en temps? Oui? Quand ça commence comme ça? Oui, c'est que c'est mal barré. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde s'est tu sur le quai. Et le message, c'était ça. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En raison d'une sortie tardive du dépôt. Alors là, c'est sûr. À 6h40 du matin, qu'est-ce que ça veut dire? Une sortie tardive du dépôt. À mon avis, c'est le cheminot qui ne s'est pas levé. Dans le langage diplomatique de la SNCF. Enfin bref, le message c'était ça. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En raison d'une sortie tardive du dépôt, le train numéro 5374, en provenance de Perpignan et à destination de l'île Europe, prévu à Montpellier à 7h04 sur le quai numéro 2, est prévu avec un retard approximatif de 5 minutes. 5 minutes. Allez, con. Je ne sais pas si vous connaissez les gens de la SNCF. Dites-leur que pour 5 minutes, qu'ils vous balancent le résultat de suite. Parce que moi, je me souviens, j'avais une correspondance. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont me dire? J'étais déjà en train de calculer, j'étais en train de stresser. Vous avez bien compris que j'étais en stress subi. Le stress choisi, c'est moi à l'instant où je parle. Quand on prend la parole en public, forcément, il y a du stress. Même si on a l'habitude, forcément, il y a du stress. Vous pensez bien qu'à la maison, je crie pas comme ça. Faut demander aux miens. Hein? Je suis en stress choisi. Pourquoi? Parce que lorsque vous m'avez contacté, et bien à l'avance, c'était il y a peut-être 9 mois, on s'était mis d'accord sur la date, il y a eu quelques changements, etc. Mais je vous ai dit, ok, je vous ai mon accord. Bien sûr, je suis loin de ma patrie. Bien sûr, je suis loin de ma famille. Mais j'ai accepté. Vous comprenez? Donc je suis un stress choisi. Et qu'est-ce que ça change? C'est que le jour où on a pris des échelles de mesure, du stress choisi, du stress subi, chez les entrepreneurs, on s'est rendu compte que les deux types de stress, bien évidemment, ils ne sont pas bons pour la santé. Hein. Ni l'un ni l'autre. Trop de stress subi, trop de stress choisi, finit par user l'organisme. Mais le stress choisi est lui seul qui génère de la satisfaction au travail. Et le jour où on a mesuré le type de stress chez les entrepreneurs, et c'est plutôt heureux, les entrepreneurs sont davantage sous l'emprise d'un stress choisi, d'un stress subi. Et c'est peut-être pour ça qu'ils tiennent aussi. Parce qu'à un moment donné, personne n'oblige quiconque à créer une entreprise. Personne n'oblige quiconque à reprendre une entreprise familiale. Vous avez bien décidé à un moment donné. Mais on voit bien que stress choisi, mais quand même stress en permanence. Deuxième facteur, la surcharge de travail. Et ça a été montré. Les Français travaillent en moyenne 36 heures. Vous prenez les indépendants, qui sont peut-être peu nombreux ici, ceux qui n'ont pas de salariés,
Ils sont à leur compte. Ils sont à 42 heures. 36, 42. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que sur une même semaine, ces gens-là travaillent 6 heures de plus. C'est-à-dire 1 heure de plus par jour. Mais quand on prend les employeurs, c'est-à-dire la majorité des gens ici présents, on est en moyenne, source Eurostat, pour la France, à 52 heures. Vous entendez 36, 52. Vous travaillez énormément. Vous êtes de très loin les plus gros travailleurs de France. Mais l'explication, c'est parce que vous avez un rapport existentiel. On a montré d'ailleurs, plus le temps de travail est important, plus je considère que mon travail et mon entreprise sont des éléments essentiels de mon existence. On a fait les tests, on a regardé les différences, les T de students, etc. Donc ça, c'est clair, c'est bien renseigné. Donc, le travail, c'est la santé. Ça vous fait tousser, je vous assure. C'est vrai, ça a été démontré. Les taux de mortalité et de morbidité les plus élevés, ce ne sont pas les ouvriers non qualifiés, ce sont les chômeurs de longue durée. Et je vous invite à lire le livre de feu le professeur Michel Debout, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle « Le traumatisme du chômage ». Et Michel Debout, que j'ai côtoyé, que j'ai beaucoup apprécié, qui était un grand chercheur, un grand humaniste, il dénonçait le fait d'ailleurs que quand on était chômeur, on n'avait plus accès à la santé au travail, alors que, disait-il, on avait écrit une tribune ensemble, c'était justement le moment où ils en avaient le plus besoin. Parce que quand on ne travaille plus, la santé mentale se dégrade. Et c'est un vrai souci. Un vrai souci. Donc le travail, c'est la santé, oui, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il faut imaginer une courbe en cloche. Plus je travaille, meilleure est ma santé. Mais à un moment donné, il y a un point d'inflexion. Et parce que je travaille trop, je rentre dans une phase pathogène. Et d'ailleurs, la question que je vous pose, c'est où est le point d'inflexion? Est-ce que ce sont les 35 heures, tiens? Et sachez que j'ai posé la question à Lille. Je ne me suis pas débiné. Mais j'avais tout révisé, hein. Martine à la plage, Martine à l'école. Il n'y a que Martine au travail que je n'ai pas lu. Je crois qu'il n'est pas sorti, d'ailleurs. Hein, ou alors que le livre est épuisé. Et je n'ai pas eu de réponse. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'on est tous très différents par rapport au travail. Vous avez des hommes et des femmes, le lundi matin, ils sont déjà fatigués. Non, ne riez pas, j'en croise à la fac. Comment tu vas? Comme un lundi. Oui. C'est terrible, ces gens-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais faire court. Bon courage. C'est Philippe Bloch qui a écrit un livre là-dessus, on se connaît bien. Non, mais c'est extraordinaire. Moi, j'adore l'enseignement. Ne me dites pas... Dites-moi bon courage quand je vais voir le chirurgien dentiste. Mais pas quand je vais faire court. Et vous avez des hommes, des femmes, le lundi, à 10h. Ils sont déjà fatigués. Voilà. Je ne sais pas si vous le remarquez comme moi, mais au bout d'un moment, ces gens qui sont toujours fatigués, ils finissent par devenir fatigants. Vous ne trouvez pas? Voilà. Et puis, vous avez des hommes et des femmes qui travaillent 60 heures par semaine, ils sont frais comme des gardons. On est tous très inégaux par rapport à ça. Mais par contre, qui que nous soyons, tous, il y a des moments où on peut se dire, tiens, en ce moment, je me sens fatigué. Ou même, en ce moment, je me sens crevé. Je me sens exténué. Soyez attentifs aux mots que vous employez pour vous-même. Parce que je dirais que le premier des médecins, c'est soi-même. C'est souvent vous qui, ne vous sentant pas bien, prenez la décision d'aller voir un médecin. Donc, on a bien ce qu'on appelle le self-read health, c'est-à-dire la santé auto-perçue, c'est un prédicteur de la santé. Pas tout, ça peut beaucoup. Donc, quand vous changez de registre lexical et que vous dites habituellement je suis fatigué, ok, ça c'est usuel, mais là je suis crevé, je suis exténué, peu importe les mots que vous employez, ça veut dire que vous avez changé de régime. Soyez à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute de votre fatigue. Parce que vous êtes tellement dans le travail que c'est le travail d'abord et avant tout et mon entreprise par-dessus. Principe de subordination. Vous vous oubliez. C'est le deuxième facteur. Troisième facteur, c'est l'incertitude. Et d'ailleurs, ce qui fait la noblesse des métiers que vous faites tous, vous, entrepreneurs, c'est l'incertitude du carnet de commandes. Quand on est un entrepreneur, on n'est jamais sûr de rien. Moi qui suis fonctionnaire, je connais mon salaire dans 1 an,
Je connais mon salaire dans 5 ans. Nous avons des échelles indiciaires. Moi, quand je vais voir le banquier, ils sont gentils avec moi, les banquiers. Qu'est-ce que vous racontez, là, toujours à vous plaindre? Moi, je vais voir mon banquier, il me dit, vous ne voulez pas faire un petit perp, un petit machin? Voilà. Ils sont sympas avec moi, les banquiers. Mais un jeune qui reprend les affaires de famille, on ne lui fera pas de cadeau. Hein. Puis, on va demander des garanties. Pourquoi? Parce qu'il y a une incertitude. Et je suis au regret de vous dire que vivre en permanence dans l'incertitude, c'est un facteur pathogène. Et le quatrième et dernier facteur, qui est le plus insidieux, j'en parlais tout à l'heure, on a fait un petit enregistrement en podcast, et les jeunes m'ont posé une question là-dessus, c'est la solitude. Et je me souviens, avec Onex, on avait beaucoup parlé de la solitude. C'était un thème fétiche. Mais toutes les régressions qu'on a pu faire, le mono-item solitude est extrêmement prédicteur de la dégradation de la santé mentale. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais vous savez, le modèle de Karasek a toujours rajouté à la fin la troisième dimension qui est le soutien social. Le soutien social. Ça veut dire que quand je suis seul, je suis extrêmement fragilisé. Combien de fois à la CPME, au MEDEF, à l'U2P, au CJD, j'ai entendu des hommes et des femmes me dire « je suis le nez dans le guidon ». Mais ça, c'est le signe d'une profonde solitude. Le jour où vous devez licencier un collaborateur, c'est une plaie. Il y a un traumatisme du licencié. Permettez-moi de dire qu'il y a aussi, par mimétisme, un traumatisme du licencieur. Ça aussi, personne n'en parle. Les PMistes en parlent. Mais tous mes collègues, profs de GRH, ne s'intéressent qu'à la gestion des ressources humaines. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu un patron de PME me dire « je vais vous présenter mes ressources humaines ». C'est un terme de grande boîte. Les patrons de PME, ils ne parlent pas de marché, ils parlent de clients, de clientèle. Même les mots ne sont pas les mêmes. C'est pour vous dire à quel point. Alors j'arrive à la fin de mon propos. Vous avez compris, quand je regarde objectivement la condition d'existence des entrepreneurs que vous êtes, sur charge de travail, vous êtes de très loin le plus gros travailleur. Il n'y a qu'une peuplade qui vous dépasse. Ce sont les maires des petites communes. Ils sont à 62 heures. Je le dis parce que je trouve que nous, les citoyens français, on est très injustes avec notre classe politique. On est très souvent à les critiquer. Mais les élus, notamment des plus petites communes rurales, ils soustraient de leur vie personnelle 62 heures de leur temps. Parce que 60% d'entre eux travaillent en plus. Et ce n'est pas l'indemnité, hein. Ne vous racontez pas d'histoire. Hein. Ce n'est pas des indemnités à 900 € ou à 1200 € qui permettent de suffire pour chauffer la marmite. Hein. Ce sont des hommes et des femmes extrêmement vaillants. Mais sinon, après eux, c'est vous. En termes de surcharge de travail, stress, incertitude, solitude. Alors vous avez compris quelle était mon hypothèse? Vous devriez tomber comme des mouches. Et pourtant, quand je vous vois, vous me semblez plutôt bien portant. Et certains même très bien portants. C'est fou, parce que quand j'ai dit ça, il y en a plein qui regardaient à droite à gauche. C'est vrai que quand je me compare, je me rassure. Hein. Alors, je terminerai par une contre-hypothèse. Et cette contre-hypothèse, je la dois à un chercheur israélien qui s'appelle Antonovsky, Aaron Antonovsky, qui terminera sa vie en Israël. C'était un Américain. Et il a, dans les années 80, fait un constat. Il dit, mais quand on parle de santé, on est toujours négatif. Il dit, mais il y a peut-être des facteurs qui sont bons pour la santé. Et quel est le mot qu'on peut opposer à pathogène? Il n'y en avait pas. Alors, je vous le livre parce que c'est lui qui l'a inventé, qu'il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient. Il a inventé le mot salutogénèse. Salutogène, c'est facile à retenir. Un facteur salutogène, ça veut dire qu'il génère du salutaire, qui génère de la bonne santé. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent était pathogène, pathos, qui génère de la mauvaise santé, le stress, l'incertitude, la solitude, le mauvais sommeil, etc. Alors, quels sont les principaux facteurs salutogènes? Je vous les livre. Premier facteur extrêmement puissant, je crois qu'il y a des psychologues dans la salle. Les psychologues appellent ça le locus of control interne, mais je traduis. C'est la croyance que certains individus ont qu'ils maîtrisent leur destin. Si je réussis, c'est grâce à moi. Et si j'échoue, j'assume les conséquences de mes actes.
Ça, c'est la théorie de l'internalité, le locus of control. Au passage, je vous fais simplement remarquer que c'est la base de la philosophie existentialiste de Sartre. Dans l'existentialisme est un humanisme, Sartre nous dit, grande nouvelle, l'être humain est condamné à être libre. Mais c'est parce qu'il est libre qu'il doit assumer les conséquences de ses actes. L'être humain n'est jamais que la somme de ses actes. Mais ça colle si bien à l'entrepreneur. Ça colle si bien à l'existence-grandeur. La philosophie de Sartre. Si Sartre savait que je mobilise sa philosophie pour parler à des entrepreneurs, il serait furieux après moi. Tant pis, il est mort. Je peux le citer, et pas que lui, mais c'est exactement ça. La maîtrise de son destin, par opposition à des hommes et des femmes qui ont toujours une raison de ne pas se remettre en cause. Il y a des hommes et des femmes qui ont toujours une excuse. Je faisais un cours un jour en amphi, et je vois, parce que quand je suis en amphi, je vois tout. L'étudiant qui baille, je vois tout, je suis en hypervigilance. Et d'un coup, je vois un étudiant arriver en retard. Je lui fais comme ça, je lui montre, une montre que je n'ai jamais portée de ma vie d'ailleurs. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il me dit, ah, excusez-moi, ma grand-mère a oublié de me réveiller. Non, mais il a 20 ans, le gars. C'est pas, j'enseigne pas à la maternelle. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Vous croyez qu'on en fera un entrepreneur? S'il y a 20 ans, il a encore besoin de mamer pour... Alors vous me direz, oui, il faut désespérer de rien. Il faut désespérer de rien. Hein? Quand il n'y a plus d'espoir, il reste l'espérance, je crois. Hein? Mais bon, ça c'est... Alors ce qui ne sait pas, ce qui va débarrasser le plancher plus vite. Hein? Et alors permettez-moi de faire une parenthèse, mais elle est d'actualité et ça concerne notre société. Et je ne m'égare pas en disant ça. Il y a pire que celui qui est malade de l'excusite. Il y a ceux qui se victimisent. Alors ça, c'est terrible. Et il y a pire, il y a ceux qui, voulant jouer au sauveur, poussent certains à se victimiser. Et là, je vous invite tous à lire le triangle de Karpman, qui est le triangle de la manipulation. Parce que ce jeu insidieux se joue toujours à trois. Si moi je veux jouer à sauveur, il me faut des victimes. Mais pour qu'il y ait des victimes, il me faut des bourreaux. Alors vous comprenez à quoi je fais référence. Cette idéologie woke qui jette l'anathème. J'ose le dire, aujourd'hui, l'homme blanc, hétéro. Oui. Je m'interroge encore. Je sais. Je suis hétéro. Hein? Et cher. Il n'a rien demandé. Avec ses repentances en permanence. C'est pas bon, ça. C'est pas bon d'assigner les gens uniquement sur leur religion, sur leur couleur de peau, en fonction de leur sexe, ou maintenant on dit genre, mais c'est devenu une théorie tellement complexe que moi j'ai remis sexe sur mes questionnaires. Hein. Parce que genre, dans ce cas-là, si je mets genre, il faut que je rentre dans des tas de considérations. Et puis en plus, il y a les gender fluides. Alors, à quel moment je vais les capter? Donc ça devient compliqué tout ça. Donc, mais oui, c'est le wokisme. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ça nous oppose au lieu de nous rassembler. Il y a un grand rassemblement, moi, qui m'a été donné par les élus locaux. C'est la République. Hein. Les Français, on a deux dieux, en quelque sorte, puisqu'on est un peu laïque. Hein. Il y a la République, il y a l'État. Et notre pays a fonctionné pendant très longtemps avec l'État. Et même le patronat français. Je suis toujours surpris de voir le MEDEF, la CPME, la FFB, dès qu'il y a un problème. Ah, l'État, on demande tout à l'État. Alors, l'État, c'était la Providence. La Providence. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, l'État, ça ne vous a pas échappé. Moi, je suis un économiste. Hein, et je le dis à mes étudiants, je vous le dis à vous. Hein, l'endettement, ce n'est pas comme ça une lubie. C'est une réalité. Alors, l'État, c'est un dieu en train de s'appauvrir, là. Alors, il nous reste la République. La République, c'est ce qui nous rassemble tous. Et ça, c'est important. Et c'est important dans le propos qui est le mien, qui est de dire à un moment donné, oui, je suis maître de mon destin. Et on a aussi besoin d'une transcendance, de quelque chose qui nous porte, mais qui ne nous porte pas en nous opposant les uns aux autres, qui nous porte en nous rassemblant. Ça, c'est le premier facteur. Facteur salutogène extrêmement puissant. Deuxième facteur, c'est le hardiness, l'endurance. Alors, c'est quoi l'endurance? Je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève encore. Je tombe 7 fois, je me relève
8 fois. Eh bien, permettez-moi aujourd'hui, tout particulièrement, de citer Philippe Labro, dont on a appris aujourd'hui le décès, qui a écrit un livre remarquable, que certains ont peut-être lu, c'est Tomber 7 fois, relever 8 fois. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous parle de sa dépression, mais il nous dit qu'à chaque fois, il a trouvé l'instinct du rebond. Et du coup, c'est un message que je lance, intéressez-vous au portail du rebond. Intéressez-vous à 60 000 rebonds, à recréer, à Second Souffle, l'Observatoire à Maroc, qui est également partie prenante du portail du rebond. Parce que le rebond, c'est quoi? Quand on est dans le rebond, on n'est plus dans l'échec. Et si on donne à nos enfants, à nos proches, l'instinct du rebond, ça permet de voir l'échec comme une source d'apprentissage. Bien sûr que ça fait mal, l'échec. Personne n'en veut. Mais si on a une capacité de rebondir, alors l'échec n'est que le brouillon de la bonne copie qui va venir. Alors ça change beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, avec le portail du rebond, on est très attachés à ça. Et ça, c'est un facteur salutogène. Et le troisième, et j'arrêterai là, le troisième facteur salutogène, mais on pouvait s'en douter, vous le saviez, ce que je vais dire, mais je vais le rappeler, c'est l'optimisme. Les optimistes, et c'est très documenté tout ce que je vous dis, hein. Il y a des tas d'études dans plein de pays qui montrent que les optimistes vivent mieux et plus longtemps que les pessimistes. C'est vérifié maintes fois. Ça, c'est pas une bonne nouvelle? Dis donc. Oui, non? Je vois une pessimiste dans le fond de la salle. Il se dit, tiens, voilà encore une mauvaise nouvelle. J'ai remarqué que souvent les pessimistes se mettaient au fond de la salle. Et ça, il faut que je vous le dise. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué. Non, mais c'est vrai qu'avec mon équipe de l'Université de Montpellier, on s'est intéressé aux pessimistes. On a fait une découverte. Il y a 2 espèces différentes. Non, mais ça, il faut que je vous le dise. Il y a ce que j'appelle les pessimistes anxieux. Alors ça, c'est du lourd. Alors les anxieux. Oh. Comment tu vas, toi? Ouais, ça va. Ouais. Voilà. On appelle ça les atrabilaires. Dès qu'il y a une nouvelle, ils imaginent le pire, mais ce ne sont pas des causeux. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Voilà. Ils se bouffent de l'intérieur, mais en silence. Il y a une deuxième espèce, ce que j'appelle le pessimiste anxiogène. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. L'anxiogène, c'est un anxieux, hein, mais il vous irradie d'anxiété. Et on dirait qu'il en est fier. On dirait qu'il en est fier. Et je vais vous relater une anecdote que j'ai vécue dans ma chair. C'était il y a 25 ans. Moi, j'ai commencé ma carrière dans une faculté de lettres. Vous savez ce que c'est qu'une faculté de lettres? Et je vous assure que je n'exagère en rien, parce que certains pourraient dire, mais il exagère. Je n'exagère en rien. J'étais à l'université Montpellier 3. Il y a 3 universités en France qui se tirent le pompon. Rennes 2, Toulouse-Le Mirail, Université Paul Valéry, Montpellier 3. J'étais dans l'une de ces 3-là. Tous les 2 ans, en grève. Mes étudiants, c'était des trotskistes, des léninistes, des maoïstes, des staliniens. J'ai fait de l'entrepreneuriat en milieu hostile. Pendant 20 ans. Vous entendez? Ah, vous rigolez, mais j'ai dégusté. Et je me souviens, ce jour-là, j'allais surveiller un examen. Il y avait un long couloir. Et je vois une collègue arriver de loin, là. Elle arrive, tranquille. Et lorsqu'elle arrive à mon table, elle me dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Moi, du tac au tac. Je dis, ben, je vais surveiller un examen. Elle me dit, ah, tu auras assez de papier. Examen. Comment vous dire? Je suis un vieux prof. Ça fait très longtemps que j'enseigne. Ça fait 39 ans que je suis à l'Université nationale. C'est le privilège des normaliens. On commence tôt. Vous imaginez bien que des examens, j'en avais déjà organisé des centaines et des centaines de fois. Eh bien, vous êtes bien assis. Je ne m'étais jamais posé la question, avant un examen, de savoir si j'allais manquer de papier d'examen. Mais quand elle m'a dit ça, je me dis, c'est pas con comme question. Sauf que 3 secondes après, je me dis, mais alors au juste, est-ce que j'aurai assez de papier? Eh bien, c'est ça l'anxiogène. C'est cette personne que vous croisez
En 5 secondes, le temps de vous poser la question, elle m'a insinué le doute. Mais c'est pas fini. Puis elle me dit, ah, tu auras assez d'examinateurs. Ah, et c'était des étudiants qui trichent. Puis elle est partie, vous savez. Ça vous est jamais arrivé, ça? Des fois, vous êtes bien. Et puis d'un coup, vous dites, tiens, je me sens pas bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraisemblablement, vous avez croisé un anxiogène. Et comme je suis prof de management, je pose la question, comment on gère les anxiogènes? Pas une vraie question, ça? Comment on gère ces gens-là? Eh bien, je vais vous dire, il y a 2 solutions. 2. La première, et je voudrais que ce soit un message d'espoir. Oui, parce que j'ai vu que tout le monde n'a pas rigolé dans la salle. Alors, je les repère, moi, maintenant, rapidement, les anxieux. Les psychologues vont vous dire, le problème de l'anxiété, c'est un trait de personnalité. Et les traits de personnalité, hélas, c'est stable. Oui. À court terme. Oui, à court terme. Mais pas à moyen long terme. Et si j'ai un message à faire passer, c'est ne restez pas toute une vie sous l'emprise de l'anxiété. Ce n'est pas une vie que d'imaginer le pire dès qu'il y a une nouvelle. N'écoutez pas France Info. Ne regardez pas BFM TV. Vous allez mourir. Non, mais il faut oser. Parce que c'est une forme de courage, surtout quand on est un leader. Parce que les entrepreneurs, vous voyez comme des leaders, des gagnants, des battants. C'est d'aller voir les professionnels de la parole. C'est d'oser d'aller voir les psychologues. Je ne parle même pas de psychothérapie, peut-être. Mais au moins d'aller vider le sac. Au moins d'aller voir ces gens qui sont des professionnels de la parole. Et qui sauront peut-être, à un moment donné, apaiser certaines angoisses qui, à un moment donné, font que vous êtes toujours dans cette vision pessimiste des choses. C'est la première solution. Il y a toujours cette solution-là, la solution psychologique. Mais il y en a une deuxième, qui est aussi différente, mais qui a son efficacité. C'est une solution que j'appelle géométrique. C'est la tangente. La première fois, l'anxiogène vous a pris en traître. Vous l'avez repéré. Le lendemain, quand vous le voyez arriver de loin, eh bien, vous faites en sorte que sa trajectoire ne croise jamais la vôtre. Vous prenez la tangente. Et je vous assure que c'est efficace. Et je me souviens, comme si c'était hier, j'étais à Lorient, là-bas, pour la Fédération du bâtiment. Et j'ai un gaillard qui vient me voir. Il me dit, ah, votre définition de l'anxiogène. J'ai dit, vous avez reconnu un collaborateur? Il me dit, non, ma femme. J'avais l'air malin avec ma tangente, hein? Alors j'arrive à la fin de mon propos. J'ai toutes les raisons de penser que quand on est un entrepreneur, bien sûr le stress, la surcharge, l'incertitude, la solitude, mais j'ai aussi toutes les raisons de penser que quand on est un entrepreneur, on est maître de son destin. Et il y a même une désirabilité sociale à être maître de son destin. Quand on vous fait faire des business plans, comme on dit, des plans d'affaires, si vous allez voir le banquier, vous dites, vous savez, si je réussis, c'est que j'ai de la chance. Voilà. Et puis, si j'échoue, c'est ma grand-mère. Hein? Toujours des grand-mères. Vous portez le... Non, c'est pas... Deuxièmement, vous ne croyez pas qu'il faut être endurant quand on est chef d'entreprise? Je vous pose la question. Il ne faut pas être endurant quand on est chef d'entreprise? Moi, quand j'ai créé ma première micro BNC pour pouvoir facturer, en tant qu'universitaire, on peut facturer la conférence, etc. J'ai demandé un numéro ciré. Une semaine plus tard, je vous assure, j'avais rien fait. J'ai reçu une lettre de l'URSSAF. Et je me souviens, quand j'ai décacheté, je pensais qu'ils allaient me féliciter. Non, mais ça rend naïf, la fonction publique, hein. Ah oui, et j'ai lu la lettre. Il y avait marqué « Sauf erreur de notre part ». C'est le seul moment où ils sont polis. Et j'ai regardé le chiffre en bas à droite. C'est extraordinaire. Il faut être endurant quand on est chef d'entreprise. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez prêté attention au logo de l'URSSAF? Je crois qu'ils en ont changé là récemment. C'est extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Un logo est censé raconter une histoire. Alors, c'est un petit bonhomme. Alors, vous avez un carré à la place de la tête. Vous savez comment il est, le bonhomme? Il est comme ça. J'ai dit, ben c'est ça l'URSSAF. Vous allez les voir. Vous vous faites braquer. Et si vous n'êtes pas content, ils vous mettent la tête au carré. Il faut être endurant quand on est chef d'entreprise. Bien évidemment, l'URSSAF
l'URSS Air Force. C'était un ancien qui m'avait dit ça. Mais les anciens me diront aussi que l'URSSAF a fait des progrès, bien évidemment. Hein? Alors j'arrive à la fin de mon propos. J'ai toutes les raisons de penser qu'il y a des facteurs salutogènes, mais j'ai toutes les raisons de penser qu'il y a des facteurs pathogènes. Et alors la question ultime que je vais vous poser, c'est, et je ne sais pas si on pourrait prendre une photo, c'est intéressant de voir, je ne sais pas s'il y a un photographe attitré pour la soirée, mais qui pense que la balance penche du bon côté? C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a les facteurs pathogènes, il y a les facteurs salutogènes, mais les facteurs salutogènes pèsent plus que les facteurs pathogènes. Qui pense que donc c'est plutôt une bonne nouvelle, entreprendre c'est plutôt bon pour la santé? Levez la main. Levez la main. Ah, quand même, oui. Alors, je ne vais pas compter, mais j'ai quand même le sentiment que c'est une grande majorité. Et qui pense, et peut-être que vous avez des raisons de le penser, que c'est l'inverse, que la balance penche du mauvais côté, que ce sont les facteurs pathogènes qui l'emportent sur les facteurs salutogènes? Levez la main. Parce que j'ai vu que tout le monde n'a pas levé la main. Ah ben dites donc, plus personne là. Mais ça veut dire qu'il y en a un paquet qui sont manchots là. Enfin. Pourtant j'ai posé la question à Rouen, en Normandie, ils ont répondu. Hein? Eh bien je vais vous dire le résultat. Il est double. Premier résultat, la balance penche du bon côté. C'est un des résultats qu'on met en évidence. Hein. Entreprendre, c'est bon pour la santé. Parce que quand on entreprend, on est un homme ou une femme qui est dans une logique de projet et non pas dans une logique de rejet. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais dans l'être et le néant, le mot projet apparaît plusieurs centaines de fois. Or, l'entrepreneuriat, c'est la science du projet. Donc, premier résultat, la balance penche du bon côté. Mais, ça c'est en moyenne. Mais il y a un deuxième élément qui est plutôt un bémol, c'est qu'on s'est intéressé à l'écart type. Vous savez, la variance. Et on s'est rendu compte que chez les entrepreneurs, la variance, elle était plus forte que chez les salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, globalement, que les entrepreneurs ont des hauts, parfois très hauts, mais que, hélas, les entrepreneurs ont parfois des bas, hélas, très très bas. Et toute la question que nous posons avec votre service de santé au travail, c'est quels sont les filets de sécurité que nous devons mettre en place pour éviter que certains d'entre vous ne craquent. Eh bien, c'est tout l'intérêt d'APESA pour le risque suicidaire, de CARE pour les affections de longue durée, de Amaroc pour la question de l'épuisement professionnel. Tout cet écosystème-là, et peut-être d'autres que je ne connais pas, sont là pour peut-être éviter. On ne peut pas changer et on ne joue pas au sauveur. Je dis toujours, il ne faut pas jouer au sauveur. Mais simplement la politique de la main tendue. Simplement ça. Et je dis toujours, c'est très bien les mains tendues. Mais il y a mieux que les mains tendues. Ce sont les mains saisies. Alors si j'ai un dernier message à faire passer, c'est que si un jour vous voyez que ça tourne pas rond, n'attendez pas l'irréparable. N'attendez pas le dernier moment. Il faut aller voir le service de santé le plus proche, le portail du rebond, tout l'écosystème, même les syndicats. Je crois beaucoup aux vertus des syndicats. Que ce soit le MEDEF, la CPME, l'UDP, le CJD, c'est un antidote à la solitude. C'est extrêmement important. Mais ne restez pas seul dans les situations qui sont les vôtres si un jour ça ne tourne pas rond. Parce qu'il y a toujours des solutions et il y a surtout un écosystème qui est de plus en plus organisé. Et donc, il faut le savoir, la France est en pointe. Nous qui sommes si férus de critiquer notre propre pays, sachez que pour l'écosystème entrepreneurial, c'est la France qui est en pointe. Les Belges, les Canadiens, les Marocains, les Polonais, les Hongrois, les Hollandais viennent nous voir pour voir ce que nous faisons. Donc ça, je considère que c'est un point extrêmement positif. Je vous remercie pour votre attention. Voilà.